Donc là, on va attaquer le quatrième volet et vraiment le dernier hein, de ce voyage dans le pays merveilleux des Mille-Artines. Et on va d'abord reprendre un petit peu les épisodes précédents. Tout d'abord, la formulation de Legendre de la réciprocité quadratique, la formulation qui précédait celle de l'air, qui est quand même moins connue, et donc qui pourrait être une périodicité quadratique, la loi de réciprocité quadratique d'Artin qui tient compte, en quelque sorte, de la périodicité, période 4D, de l'air, mais en mettant du morphisme de groupe, donc en ajoutant des informations sur la multiplicativité du, du symbole de Legendre, quand D est fixé. Ensuite, voilà, quand maintenant on veut passer à un niveau supérieur, de degré supérieur, il faut plus considérer D comme un nombre, mais plutôt comme un polynôme x2 moins D, puisqu'on cherche à voir s'il se décompose ou pas, modulo P. Et du coup, on veut savoir s'il y a possibilité de généraliser hein, cette loi de réciprocité. Donc là, sous cette forme-là, plutôt que sous la forme du symbole de Legendre, sous forme de morphisme, on peut imaginer que ça se fait, mais le membre de gauche ici devient un groupe assez attendu, Z sur delta de F, Z, étoile, où on part de F, un polynôme unitaire à coefficient dans Z, de discriminant delta de F, donc il faut remplacer 4D par delta de F, et à droite, on va partir sur le groupe de Galois, mais sur Q, cette fois-ci, de F. Donc, on veut remonter des informations ici de FP à Q, ou d'extension de FP à des extensions de Q. Et là, c'est là qu'on a attaqué quelques petits exemples. Alors, l'exemple quadratique nous a montré que on avait une égalité comme ceci, alpha puissance p égale symbole de Legendre d, p, donc ça qui est égal à plus ou moins 1, alpha plus p k alpha, où alpha c'est la racine de d, hein, donc ça c'est vraiment l'exemple quadratique type. Bah, alpha p, si on regarde alpha vu dans une extension de fp, donc de z sur pz, eh bien, alpha p, c'est le Frobenius, et dans l'extension qui est engendrée par alpha sur fp, eh bien, l'automorphisme de Frobenius est entièrement déterminé par l'image de alpha, évidemment, donc alpha p, et ça, par contre, on l'a relevé dans une extension de Q. Et ici, à droite, eh bien, on va avoir modulo P, alors modulo P étant quelque chose à préciser qu'on précisera plus tard, on reconnaît ce qui définit le groupe de Galois de Q de alpha sur Q. C'est-à-dire, soit alpha donne alpha, soit alpha donne moins alpha, selon le cas. Et ça, c'est des éléments du groupe de Galois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut relever, hein, le symbole de Legendre nous permet finalement de relever le Frobenius dans Q, et ça, c'est un rôle du symbole de Legendre qui peut paraître étonnant quand on ne le connaît pas, et quand on a l'habitude du symbole de Legendre dans Z sur PZ. Je vous rappelle que pour les degrés supérieurs, on a fait une hypothèse importante, c'est que le groupe d'automorphisme de Q de alpha, donc alpha, il est vu comme X bar, que ce soit dans FP ou que ce soit, on lui donne le même nom, hein, dans Q et dans FP, on l'appelle alpha, et le groupe de Galois de Q de alpha, c'est-à-dire ici le groupe des automorphismes de Q de alpha qui laisse fixe point par point le corps Q,
on veut qu'il soit abélien, d'accord, et que toutes les racines de f soient de la forme sigma de alpha, évidemment, avec sigma de g, qu'on ait comme ceci toutes les racines de f. Donc ça, c'est vraiment une grosse hypothèse, surtout le côté abélien, hein, parce que bon, si f est de degré n, le groupe de Galois, c'est un sous-groupe du groupe de permutation Sn, et il n'y a pas beaucoup de groupes de permutation Sn, hein, quand f, par exemple, est irréductible, hein, c'est un groupe transitif, et il n'y a pas beaucoup de groupes transitifs qui sont en plus abéliens parmi les sous-groupes de Sn. Alors, on a pris ce polynôme, x3 plus x2 moins 2x moins 1, dont on a vu qu'il était irréductible. Donc, il a pour racine les trois racines de la forme oméga plus oméga moins 1, où oméga est une racine primitive septième de l'unité. Et on a vu que ces trois racines, qu'on a appelées alpha, bêta, gamma, pouvaient toutes s'écrire en fonction de alpha comme des polynômes en alpha. Le groupe était bien abélien, le groupe d'automorphisme, puisque à alpha, il associe soit alpha, soit bêta, soit gamma, et il est entièrement déterminé par l'image de alpha. Donc il est d'ordre 3, et donc forcément isomorphe à z sur 3z abélien. Et on a vu avec bonheur que pour les nombres premiers, eh bien, l'automorphisme appliqué à alpha, donc finalement, ce qui nous permet de définir entièrement l'automorphisme G, comme élément de G, est congru au Frobenius modulo P, pour tout P. Donc ici, alpha 2, alpha 3, alpha 5, et il est congru à un élément, soit sigma, soit tau, soit l'identité, soit voilà. Sauf pour 7, où on a une grosse surprise, et on s'est rendu compte que c'était parce que 7 au carré était égal au discriminant de f, donc f en quelque sorte dégénère modulo 7. On peut voir mieux d'ailleurs qu'on n'avait pas vu, puisque oméga est une racine primitive septième de l'unité, modulo 7, le polynôme x7 moins 1, c'est x moins 1 puissance 7, d'après le Frobenius. Donc, ça veut dire qu'une racine primitive septième de l'unité, ça peut être que 1, et elle n'est pas primitive, quoi. Donc, oméga devient 1, et donc alpha devient 2. 1 plus 1 puissance moins 1. Donc, c'est un peu normal que l'on soit tombé sur 2 modulo 7, hein, c'est-à-dire que alpha 7 modulo 7, voilà, qu'il soit égal à 2, c'est un petit peu normal, parce qu'il est égal à alpha, et alpha, c'est 2. Mais on voit qu'en tant qu'automorphisme, c'est une dégénérescence. Alors, on va revenir dessus. On trouve phi2 égale sigma, phi3 égale tau, phi5 égale sigma. Ça, on l'a fait à la main. Et puis ça, on peut le faire avec du calcul en faisant une division euclidienne, hein, de x puissance p par le polynôme f, hein, est égal à x3 plus x2 moins 2x moins 1. Voilà. Donc maintenant, on va vraiment attaquer les résultats généraux à partir de maintenant, on ne va plus démontrer, mais on garde en tête l'illustration. Donc déjà, une définition-proposition qui définit le symbole d'Artin, parce que jusqu'à présent, on a parlé des phi indice P, mais on ne l'a pas vraiment défini. Donc dans l'hypothèse abélienne, faite sur le polynôme f de degré n, donc unitaire, coefficient dans z, etc., il existe pour tout P premier ne divisant pas delta de f, on a vu ce qui se passait si ça divisait delta de f, il y a cette dégénérescence, là, pour 7, P égale 7, dans l'exemple de tout à l'heure, un unique automorphisme phi P de Q de alpha qui relève le Frobenius, donc c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire que maintenant,
on va quand même préciser les choses parce que, bon, je suis resté, assez taiseux sur ce que veut dire relevé ou ce que veut dire modulo P. Là, je vais le dire clairement. Alpha P doit être égal à phi P de alpha. Donc ici, on a l'automorphisme de Frobenius relevé dans une extension de Q, mais donc bon, appliqué à alpha, mais en fait, il est déterminé par son image de alpha. Et ici, on a l'automorphisme du groupe de Galois sur Q, appliqué à alpha aussi. Et maintenant, modulo P, dans le sens que on a une égalité plus P fois un polynôme en alpha. Alors ce polynôme, on va en dire quelque chose. D'abord, il est de degré inférieur ou égal à n-1. Pourquoi? Parce que on a déjà un polynôme qui annule alpha qui est de degré n, donc c'est normal que ce soit un reste. Mais maintenant, les AI, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, ne sont pas forcément des entiers. Ils peuvent être rationnels, mais en revanche, P ne divise pas le dénominateur. Donc les AI sont des rationnels dont les dénominateurs ne sont pas multiples de P. Voilà. Donc ça, bon, ça se démontre, c'est plutôt technique, c'est pas très illuminant, c'est pas non plus un théorème très très profond. Ça peut ressembler à ce qu'on sait sur le fait que le groupe de Galois sur FP s'injecte dans le groupe de Galois sur Q, bon, qui a un résultat connu. Mais bon, voilà, ça demande des techniques d'anneau, ça demande des techniques de relèvement, mais bon, c'est pas non plus hyper profond comme le prochain théorème qu'on va voir. Mais en tout cas, ça définit de façon claire le symbole d'Artin, d'accord, phi p, qui pouvait être écrit aussi, qui aurait pu être écrit F sur P, comme on écrit le symbole de Legendre, et qui va voir finalement F modulo P et son comportement. Donc maintenant, voilà la loi de réciprocité d'Artin, mais attention, sur Q, hein, ça y est, on a enlevé le mot quadratique, c'est la loi de réciprocité, il existe, donc toujours avec les hypothèses drastiques, hein, il existe un unique morphisme de Z sur delta F, Z étoile, donc le groupe multiplicatif, dans G, ce groupe d'automorphisme de Q de alpha, qui envoie tout nombre premier P, ne divisant pas delta F, sur l'automorphisme phi P. Entre parenthèses, on se doute, il y a un petit rajout qu'on peut faire sur ce théorème, c'est que quand F est irréductible, alors le morphisme est surjectif. Bon, mais ça, c'est un petit rajout. Alors maintenant, je veux quand même vraiment vous montrer qu'il est merveilleux, ce théorème, parce que il parle de cette interconnectivité qu'il peut y avoir entre les corps FP entre eux, hein, pour les P distincts, alors qu'il n'y a pas de morphisme entre eux, c'est pas possible, voilà. Et pourtant, si on sait des choses sur FP, on peut savoir des choses sur FQ, alors que Q est un nombre premier différent de P. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire, pour un F donné, hein, évidemment, pour un F donné. Donc ça, c'est quand même mystérieux, merveilleux. Et comment on peut passer de P à Q? Alors d'une part, par périodicité, on voit qu'on a une période de delta F, d'accord? Et surtout par multiplicativité, ça c'est encore plus extraordinaire, et ça c'est une contribution d'Artin. Alors, on va revenir à l'exemple de tout à l'heure, l'exemple pour n égale 3, sur ce nombre alpha, hein, algébrique, qui est égal à oméga 7 plus oméga 7 puissance moins 1. On a donc une période de 49. Pourquoi on a une période de 49? Parce que le discriminant du polynôme f, x3 plus x2 moins 2x moins 1, on l'a calculé dans la vidéo dernière, et c'était 49. Maintenant, le fait que G soit d'ordre 3, hein, c'est identité sigma et tau, va faire que on peut affiner ce résultat. Regardez. Donc là, ça va être des choses, ce qu'on va faire, ça va être de la pure petite technique des anneaux et des groupes.
c'est de l'algèbre élémentaire. D'abord, on a une surjection canonique de Z sur cette Z. Donc, c'est l'application qui a un entier donne sa classe modulo 7. Donc, c'est surjectif. Et donc, 49 va vers 0, c'est dans le noyau. 49Z est donc inclus dans le noyau. On applique le passage au quotient, et donc on a un morphisme surjectif de Z sur 49Z dans Z sur 7Z. Il reste surjectif, mais il va rester encore surjectif quand on va le passer au morphisme de groupe. C'est-à-dire qu'ici, comme on a un morphisme d'anneau, on va aussi avoir un morphisme de groupe multiplicatif sur les inversibles. Bon, un inversible va aller forcément ici vers un inversible, parce qu'un inversible, c'est la classe d'un élément qui est premier avec 49, et être premier avec 49, c'est équivalent de dire qu'il est premier avec 7. Et inversement, ça reste surjectif, parce que quand on prend un élément qui est premier avec 7, il possède un antécédent dans Z sur 49Z, mais cet antécédent va être premier encore avec 7, donc avec 49, et donc ici, on va être dans les inversibles. Donc ici, on a une surjectivité d'un morphisme de groupe multiplicatif. Le groupe de gauche, je l'appelle A. Maintenant, je vais regarder son noyau. Maintenant qu'il est surjectif, je sais quel est le cardinal du noyau, ou l'ordre du noyau, puisque c'est un groupe. Donc c'est 7. Pourquoi? Parce que lui est d'ordre, on le sait, phi de 49, et lui, phi de 7, où phi, c'est l'indicatrice de l'aire. Donc ça fait 42 sur 6, c'est vite calculé, donc ça fait 7. Donc le noyau est d'ordre 7. Et maintenant, on sait par passage au quotient, ou l'isomorphisme canonique, qu'on a A quotienté par le noyau K, qui est isomorphe à l'image, donc Z sur 7Z étoile, parce qu'on a la surjectivité. Mais maintenant, ce que j'affirme, c'est que K, pour le morphisme d'Artin, qui va de A dans G, voilà le morphisme d'Artin, donc ça c'est A avec delta de F égale 49, ben, K forcément s'envoie trivialement sur G. Donc K c'est un sous-groupe de A qui s'envoie trivialement sur G. Pourquoi? Ben, parce que G d'ordre 3 est premier avec 7. Donc ça veut dire que quand on prend un élément de K, ben, comme il est d'ordre 7, son image va diviser par un morphisme, va diviser 7, mais comme il est dans G encore par Lagrange, il divise 3, et diviser 7 et 3, c'est forcément c'est l'élément neutre, d'ordre 1. Donc, finalement, comme K s'envoie trivialement, je peux passer au quotient de K, et je vais avoir un morphisme de A sur K dans G, et A sur K, c'est Z sur 7Z étoile. Donc finalement, ça veut dire que j'ai affiné mon résultat. On a une période de 7, alors qu'on était parti d'une période de 42. Donc on a une période de 7, donc on a toujours la période, et on a toujours la multiplicativité, sauf que la période de 7, c'est plus pratique à voir. Donc maintenant, je vais constater la période de 7. Donc regardez, par exemple, la période de 7, c'est que quand je vais prendre 3 et 3 plus 14, c'est-à-dire 17, ben, ils vont avoir même image. Donc ici, on voit que phi3 et phi17, ben, ils ont même image taux, parce que 17 moins 3, c'est multiple de 7. Et pareil, vous prenez 5 et 19, ils ont même image. Voilà. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la contribution d'Artin, c'est-à-dire la multiplicativité. Bon, déjà, il y a une première contribution de construire ces phi p, mais disons, la multiplicativité, on va la voir à l'œuvre ici. C'est-à-dire que, regardez, vous prenez 3, 3 va avoir pour image tau, donc 3 au carré va avoir pour image tau au carré. Donc ça veut dire que phi de 3 au carré, mais phi de 3 au carré par périodicité de période 7, parce qu'on a vu que la période était 7 maintenant, eh bien 3 au carré modulo 7, ça fait 2. Donc phi 2, c'est tau au carré, effectivement, tau au carré, c'est sigma. On peut en faire d'autres, comme ça, mais maintenant on peut regarder ce qu'on avait regardé l'autre fois, phi 13 égale identité. C'est-à-dire
f se décompose en éléments de degré, en facteur de degré. Donc le fait que phi13 soit égal à l'identité, ça exprime le fait que f modulo 13 va se décomposer en facteur de degré 1. Voilà. Eh bien, ce truc-là, regardez comme on peut le voir, 2 fois 3, ça fait 6, d'accord? Donc l'image de 6, c'est sigmato, mais sigmato, c'est l'identité, dans G. Donc ça veut dire que 6 va avoir pour image l'identité, mais 6, c'est pareil que 13, modulo 7. Donc ici, phi 13 égale l'identité. Donc vous voyez la puissance ici du théorème. Bon, alors maintenant, on va prolonger cette théorie, on va obtenir encore un dernier théorème d'Artin, puis on va s'arrêter là, parce qu'après, ça devient de la gourmandise, même s'il y a des choses en non abélien. Bon, là, on va encore rester dans la théorie des corps de classe, donc dans un cadre encore assez gentil, on n'est pas encore dans le Langlands, et bon, on va prolonger quand même cette théorie sur d'autres corps que Q, qui sont les corps de nombre, donc on va remplacer Q par K, où K, c'est un corps de dimension finie sur Q. Hein. Donc ça peut être Q de racine de 7, Q de I, bon, voilà, hein, autant que vous voulez. Donc maintenant, il faut trouver de bonnes généralisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, ici, on va partir de F. Alors F, donc on remplace Q par K. F, on va le remplacer par quoi? Par un élément de Z de X? Non. Si on remplace Q, donc Q est à Z, ce que K est à quoi? Bon, alors il va falloir trouver un bon anneau. Ensuite, G. Bon, a priori, ça devrait être le groupe de Galois sur K, hein, de F. P, on va le transformer en quoi? Bon, delta de F, le discriminant, ça va rester. Phi P aussi. Et puis surtout, ce groupe-là, qu'il va falloir transformer, parce qu'il faut que ça reste un groupe, parce que la puissance du théorème d'Artin, vous l'avez vu, hein, c'est dans le côté morphisme de groupe. Alors, Z, bon, à partir du moment où Q est remplacé par K, il est naturel de remplacer Z, l'anneau des entiers, par l'anneau ZK des éléments de K entiers sur Z. Donc, ça va être les racines d'un polynôme unitaire de Z de X. D'accord. Bon, alors, on sait que l'ensemble, d'accord, le sous-ensemble de K constitué des racines d'un polynôme unitaire de Z de X forme un anneau, et que cet anneau a de jolies propriétés dont on va parler tout à l'heure. On vérifie que quand K égale Q, eh bien, on retombe bien sur Z, c'est-à-dire que ZQ égale Z. Ben oui, parce qu'on sait que, alors Q, on dit qu'il est intégralement clos, c'est-à-dire que l'ensemble des racines d'un polynôme unitaire de Z de X, mais appartenant à Q, eh ben, c'est exactement Z. Donc ça veut dire, si un rationnel est racine d'un polynôme unitaire de Z de X, alors ce rationnel est un entier. Voilà. Donc ça, bon, et puis la réciproque est vraie, forcément. Donc ça nous fait que Z indice Q est bien égal à Z. Donc ça, c'est une bonne généralisation de Z pour K, un corps quelconque. Mais cette fois-ci, ZK n'est pas forcément un anneau factoriel. En revanche, c'est les idéaux premiers qui vont prendre la relève de cette factorialité. C'est-à-dire que tout idéal de ZK se décompose de façon unique en produit d'idéaux premiers. Et donc, on va remplacer les nombres premiers par des idéaux premiers, qu'on va appeler P, comme ça, de ZK. Et on sait que pour un idéal premier
P de ZK, on a ZK sur P qui va être... Alors normalement, c'est un anneau, cet anneau est intègre, ce quotient, parce que P est premier, mais il est mieux, P, dans ce genre d'anneau, P est automatiquement maximal, à partir du moment où il est premier non nul, bien sûr, et ça, c'est un corps. Et c'est un corps fini, en plus. Donc, on va avoir un corps fini, et on récupère le Frobenius, parce que sur un corps fini, il y a un sous-corps premier, et donc on a un Frobenius. Alors maintenant, le polynôme f, ça va devenir quoi? Ça va devenir un polynôme unitaire de zk de x, forcément, parce qu'on a remplacé z par zk, et son groupe de Galois sur k doit être abélien. Et on va prendre f de discriminant, delta de f, qui forcément appartient à zk. Alors on va avoir un premier théorème d'Artin qui assure qu'on peut relever le Frobenius qu'on avait ici en un élément phi p de g. Donc je l'appelle bien phi p parce qu'il dépend de l'idéal premier p, parce que c'est un Frobenius là-dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le groupe qui va remplacer Z sur delta F, Z étoile. Et on pense en premier au groupe ZK sur delta F, ZK étoile, évidemment, mais c'est une bêtise, parce qu'il va falloir, le morphisme dont on veut prouver que c'est un morphisme, c'est à l'idéal P, on lui envoie phi indice P. Mais c'est l'idéal, ce n'est pas le nombre. Alors qu'ici, il n'y a que des nombres. Un élément de ça, ce n'est pas un idéal. Donc, il faut prendre un groupe dont les éléments seront associés à des idéaux. Voilà. Alors, donc ce groupe, il porte un nom, c'est le Ray class group, qui va être écrit comme ça, CL indice delta F. Et on peut le donner de plusieurs manières, mais une manière assez simple dans une première introduction, c'est de le fournir par générateur et relation. C'est-à-dire que générateur, c'est-à-dire qu'on va prendre des éléments et qui vont engendrer un groupe libre, il n'y a pas de relation, et ensuite on va ajouter les relations dans un deuxième temps. Donc les éléments du groupe libre, ça va être les P comme ceci. Alors c'est associé à l'idéal P, d'accord, c'est des générateurs. On aurait pu les appeler grand X indice P, voilà. C'est des générateurs associés à ça. Où P parcourt les idéaux premiers de ZK, bien sûr, mais attention, premier avec l'idéal engendré par delta F. C'est ça qui va remplacer le étoile ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire premier avec un idéal? Deux idéaux sont premiers entre eux, si la somme fait l'anneau ZK. Si vous pensez à Bezout, et le fait d'avoir ZK, c'est d'avoir 1 premier entre eux, c'est qu'il y a une relation qui donne 1. Voilà. Alors, maintenant, on a trouvé les générateurs, maintenant, il faut les relations de ce groupe. Alors, les relations de ce groupe, c'est donné par, voilà les relations, ce qui va engendrer toutes les relations, c'est P1, donc quand on a ces générateurs-là, on veut que le produit ici dans le groupe soit égal à 1, l'élément neutre du groupe, évidemment, dès que P1 fois Pk, alors ça c'est au niveau des idéaux, ici, quand on est dans ZK, quand le produit de ces idéaux-là, premier, c'est un idéal d'abord principal, ce qui n'est pas évident, parce que cet anneau il n'est pas principal, ZK n'est pas principal, engendré par un élément nu, tel que nu est égal à 1 modulo delta F ZK. Donc 1 modulo delta F. Voilà. Alors, là, oui, je vais pouvoir chercher des idéaux premiers là-dedans, et je vais pouvoir définir quelque chose qui va de ce Ray class group vers G, grâce au symbole d'Artin généralisé. Mais, dans un premier temps, il est bon de se rassurer que ce groupe généralise bien le groupe de départ dans le cas où on était sur Q. On est dans le cas où K égale Q et donc ZK égale Z. Donc si on est dans ce cas-là, on veut retrouver que
le Ray-class group, c'est bien le groupe qu'on avait tout à l'heure dans le théorème d'Artin, hein, de réciprocité d'Artin, Z sur delta F de Z étoile. Donc ici, on part du groupe libre. On peut donc, à partir d'un groupe libre, construire des morphismes. Et quels sont les éléments, les idéaux premiers de Z? Les idéaux premiers de Z, c'est lié au nombre premier. C'est pareil de prendre des nombres premiers. Hein. Donc on prend un nombre premier, on lui associe le nombre premier ici dans Z sur delta F Z, on prend sa classe, et ça va être inversible parce que le nombre premier est premier avec l'idéal, on l'a bien choisi, premier avec delta F. D'accord ? Bon. Donc on est bien dans ce groupe étoile. Et maintenant, quel est le noyau? Donc on a défini un morphisme. Et quand on a un groupe libre, c'est très facile de définir un morphisme. Et maintenant, quand on va chercher le noyau de ce morphisme, on cherche les éléments qui sont des produits finalement de ces générateurs et dont l'image c'est 1. Et on voit que, oui, si l'image c'est 1, ici, c'est que le noyau, c'est des éléments qui vérifient ceci. Donc le noyau, c'est bien exactement engendré par les relations qu'on a là. Donc on a cet isomorphisme là, et on est rassuré que c'est le bon objet d'où on va pouvoir choisir des idéaux premiers et qui va remplacer ce truc-là. Donc maintenant, le théorème de réciprocité d'Artin s'énonce comme ceci. On peut définir un morphisme du Ray-class group, Cl delta F, dans le groupe de Galois G, et la définition est toute simple. Les générateurs, ici, on les envoie sur phi. Voilà. Donc c'était un petit voyage. On est parti de la loi de réciprocité quadratique telle que vous la connaissez. Ensuite, on est revenu en arrière avec cette loi de périodicité. On a rajouté une multiplicativité avec le théorème de réciprocité quadratique d'Artin, puis un théorème de réciprocité d'Artin sur Q. Et là, on tombe sur quelque chose qui commence à être très très loin de ce qu'on avait, de la réciprocité telle qu'on se l'imaginait au départ, mais finalement, on voit qu'il y a un chemin assez logique qui nous amène à ce morphisme-là, et qui est une des pierres angulaires de la théorie du corps de classe. Donc merci, M. Artin, pour ce beau voyage.